Mes parents ont falsifié ma signature pour vendre ma maison afin de payer le voyage de luxe de mon frère. Ta maison a payé pour son nouveau départ, a ricané mon père. Je me suis contenté de sourire. Drôle, ai-je dit, parce que cette maison était. La pluie à Los Angeles est rare, mais quand elle tombe, elle semble lourde, lavant la poussière, mais laissant une humidité froide dans son sillage. J'étais assise à l'arrière du taxi de l'aéroport, regardant les gouttes de pluie courir sur la vitre, écoutant le bruit sourd et rythmé des essuie-glaces. Mon nom est Audrey Miller. J'ai 34 ans, et je travaille comme auditrice jury comptable senior pour un grand cabinet comptable. Au cours des 6 dernières semaines, j'avais vécu dans une valise dans une chambre d'hôtel exiguë à Londres, disséquant les anomalies financières d'une société multinationale. Mes journées consistaient en des services de 14 heures à regarder des feuilles de calcul, à tracer des fonds fantômes, à identifier des sociétés écrans et à trouver les fils invisibles de la fraude d'entreprise. C'est un travail qui exige un esprit froid et calculateur. Vous ne pouvez pas laisser l'émotion obscurcir votre jugement lorsque vous cherchez des mensonges. Vous suivez simplement la piste papier. Mais à ce moment précis, je n'étais pas une auditrice. J'étais juste une femme profondément épuisée qui voulait rentrer chez elle. Et chez moi, c'était une maison de style craftsman des années 1920 dans la banlieue tranquille de Pasadena. Ce n'était en aucun cas un manoir, mais c'était la mienne. Chaque planche de bois que j'avais poncée à la main. Chaque vitrail que j'avais soigneusement restauré. Et le jardin était mon sanctuaire. J'avais planté une roseraie tentaculaire en l'honneur de ma défunte grand-mère. Je pouvais presque sentir le doux parfum terreux du sol humide et des pétales rouges en fleurs. Pendant les nuits brutales alimentées à la caféine à Londres, l'image de mon porche et de mon jardin était la seule chose qui me maintenait saine d'esprit. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide de la fenêtre du taxi et j'ai fermé les yeux. Le projet avait été un immense succès. Mon cabinet avait découvert des millions de fonds détournés, et mes partenaires m'avaient pratiquement garanti ma promotion au poste de directrice d'ici la fin de l'année fiscale. Je l'avais fait. J'avais survécu à la corvée. Maintenant, tout ce que je voulais faire, c'était déverrouiller ma lourde porte d'entrée en chêne, laisser tomber mes sacs dans le couloir, me faire une tasse de thé à la camomille bien chaude et dormir pendant 48 heures d'affilée. Nous tournons sur Oak Street, mademoiselle, a annoncé le chauffeur de taxi, sa voix me tirant de ma torpeur. Je me suis redressé, un sourire sincère se dessinant enfin sur mon visage fatigué. J'ai lissé mon blazer de voyage froissé et j'ai rassemblé mon sac fourre-tout. Merci, ai-je dit doucement. C'est la 3e maison sur la gauche, celle avec les garnitures blanches et les grands rosiers. Le taxi a ralenti jusqu'à l'arrêt, les pneus sifflant contre l'asphalte humide. Mais en regardant par la fenêtre, mon sourire a vacillé. La maison était là. La garniture blanche était là. Mais garé dans l'allée, là où ma modeste berline aurait dû se trouver, il y avait un break argenté que je n'avais jamais vu auparavant. Et les rideaux du salon, mes lourds rideaux de velours vert foncé avaient disparu, remplacés par de fragiles stores jaune pâle. Un frisson de malaise a parcouru ma nuque. J'ai payé le chauffeur, j'ai attrapé ma lourde valise et je suis sorti sous la légère bruine. Je suis resté sur le trottoir un long moment, à regarder fixement. Mon cerveau analytique, celui entraîné à repérer les anomalies, a immédiatement commencé à cataloguer les détails. Le luminaire du porche avait été changé. Un nain de jardin en céramique était assis près des marches. Je détestais les nains de jardin. Ma respiration est devenue superficielle. Quelque chose était incroyablement, fondamentalement anormal. J'ai serré la poignée de ma valise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Lentement, j'ai remonté l'allée. En approchant du portail latéral menant au jardin, j'ai entendu des voix douces de personnes âgées. J'ai poussé le portail en bois, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Là, debout au milieu de ma précieuse roseraie, se trouvait un couple de personnes âgées. L'homme portait un imperméable, tenant une paire de sécateurs, taillant expertement mes roses cramoisies primées. La femme tenait un panier tressé, attrapant les coupures. Je me suis figé une seconde. J'ai cru que j'hallucinais à cause du décalage horaire. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix tranchante, coupant l'air humide. Que faites-vous dans mon jardin? Le couple s'est retourné, surpris. La femme, qui avait un visage aimable et des cheveux argentés doux, m'a regardé avec confusion. Oh, bonjour ma chère. Puis-je vous aider? Êtes-vous perdu?
Perdu, ai-je répété, faisant un pas en avant. L'auditrice professionnelle et détachée en moi essayait désespérément de prendre le contrôle. Mais la propriétaire épuisée et déconcertée paniquait. Non, je ne suis pas perdu. Je vis ici. C'est ma maison. Qui êtes-vous? L'homme a baissé ses sécateurs, échangeant un regard profondément préoccupé avec sa femme. Votre maison, a-t-il demandé, le front plissé. Puis un regard de reconnaissance a envahi le visage de la femme. Attendez, êtes-vous Audrey? A-t-elle demandé doucement. Oui, je suis Audrey Miller, ai-je dit, ma voix se stabilisant en un ton plat et défensif. Comment connaissez-vous mon nom? La femme a soupiré, un regard de profonde sympathie traversant ses traits. Oh, ma chérie, nous sommes Hélène et Georges. Nous avons acheté cette maison il y a un mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. L'air dans mes poumons a tout simplement disparu. Je suis resté là, sous la bruine, le monde basculant légèrement sur son axe. Acheté, ai-je murmuré, le son s'échappant à peine de ma gorge. C'est impossible. Je suis propriétaire de cette maison. Je suis à Londres depuis 6 semaines pour affaires. Je n'ai rien vendu. Georges s'est avancé, l'air incroyablement mal à l'aise. Audrey, vos parents se sont occupés de la vente. Ils ont dit que vous aviez accepté un poste permanent à l'étranger et que vous deviez liquider vos actifs rapidement. Ils avaient une procuration, un acte de cession signé, des documents notariés. Tout était parfaitement légal. Nous avons payé en espèces pour accélérer le processus pour eux. Mon cerveau a cessé de fonctionner pendant une microseconde, puis l'auditrice jury comptable s'est complètement réveillée. Mes parents, procuration, acte signé, vente au comptant. Les pièces se sont assemblées en un schéma horrible et écœurant. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient vendu ma maison dans mon dos pendant que j'étais à l'autre bout de l'océan. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas tombé à genoux pour pleurer. La formation a pris le dessus. Quand vous trouvez une fraude massive, vous n'alertez pas le suspect. Vous rassemblez les preuves. Je vois, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, devenant étrangement calme. Georges, Hélène, je m'excuse de vous avoir effrayé. Il y a eu un énorme malentendu. Serait-il possible que je voie les documents qu'ils vous ont fournis, juste pour éclaircir la confusion? Hélène avait l'air inquiète, mais Georges a hoché la tête, toujours confiant face à un professionnel calme. Bien sûr, entrez. Ils m'ont conduite dans ma propre maison. L'odeur de mes bougies à la lavande avait disparu, remplacée par une odeur de cannelle cuite. Cela m'a donné la nausée. Georges a sorti un épais dossier manie d'un tiroir dans ma cuisine. Je l'ai ouvert. C'était là, un acte de cession. Vendeur listé, Audrey Miller. Et en bas, une signature qui ressemblait à la mienne, mais qui ne l'était pas. Les boucles étaient trop larges, la pression trop hésitante. C'était une contrefaçon décente, mais pour un auditeur, c'était un signe lumineux de fraude. À côté se trouvait un tampon de notaire. John H. Thompson. J'ai sorti mon téléphone. Cela vous dérange-t-il si je prends une photo rapide de ces documents pour mes dossiers, ai-je demandé poliment. Allez-y, a dit Georges, me regardant attentivement. J'ai pris les photos, en m'assurant que la résolution était parfaitement claire. Chaque date, chaque signature, chaque tampon. J'ai rendu le dossier. Merci, Georges. Hélène, je suis vraiment désolé pour l'intrusion. Profitez des roses. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée, laissant ma valise sur le porche. Je n'en avais pas besoin pour le moment. J'ai hélé un autre taxi dans la rue. J'ai donné au chauffeur une adresse dans la ville voisine. J'allais chez mes parents, et j'emmenais l'enfer avec moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été un flou de ciel gris et de rage glaciale et bouillonnante. J'étais assise à l'arrière du taxi, regardant les photos que je venais de prendre sur mon téléphone. J'ai zoomé sur la signature. J'ai reconnu cette boucle hésitante sur la lettre I. C'était l'écriture de ma mère. Elle avait essayé d'imiter ma signature rapide et nette et avait échoué. La trahison était si profonde, si absolue qu'elle a complètement contourné le chagrin pour se loger en un œuf froid et dur dans mon estomac. Lorsque le taxi s'est arrêté devant la maison de banlieue familière où j'ai grandi, j'ai vu la première pièce du puzzle garée juste dans l'allée. C'était une berline de luxe bleu nuit flambant neuve,
avec encore les plaques du concessionnaire. Mon père, qui se plaignait depuis 5 ans que sa pension était trop juste, avait soudainement une voiture d'une valeur de 80 000 $. J'ai payé le chauffeur, je suis sorti et j'ai remonté le chemin en béton. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'avais encore ma clé de rechange. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. La maison sentait le rôti de bœuf et le désodorisant à la vanille, la même odeur qu'elle avait depuis 20 ans. La télévision dans le salon diffusait à tue-tête une émission sportive. Je suis entré dans le salon. Mon père, Robert, était allongé dans son fauteuil en cuir préféré, une bière fraîche à la main. Ma mère, Linda, était assise sur le canapé, feuilletant un magazine de décoration intérieure. « Bonjour, maman. »« Bonjour, papa », ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Sans inflexion, sans émotion. Ma mère a sursauté, laissant tomber le magazine. Son visage a instantanément perdu toute couleur. « Audrey, tu es rentrée plus tôt. Nous pensions que tu revenais mardi prochain. » « L'audit s'est terminé plus tôt, ai-je répondu, me tenant parfaitement immobile au centre de la pièce. J'ai pris un taxi directement jusqu'à ma maison. Seulement, il s'avère que je n'ai plus de maison. Il y a 2 étrangers nommés Hélène et Georges qui y vivent. Mon père a lentement baissé sa bière. Il n'avait pas l'air surpris. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé. Il s'est redressé, utilisant la télécommande pour couper le son de la télévision. Il a croisé les bras sur sa poitrine, adoptant la posture défensive et autoritaire qu'il avait utilisée toute ma vie pour me faire taire. « Nous devons parler, Audrey », a dit mon père, sa voix bourrue. « Assieds-toi. »« Je préfère rester debout », ai-je dit. « Expliquez. » Ma mère se tordait les mains, regardant partout sauf mon visage. « Audrey, ma chérie, essaie de comprendre ton frère. Trevor était dans une très mauvaise passe. Il a encore perdu son travail. Il était déprimé. Il avait des dettes de carte de crédit. Il avait besoin d'un nouveau départ. Et toi, tu étais parti en Europe, tu t'en sortais si bien. Tu t'en sors toujours si bien. Tu es célibataire. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'une maison entière pour toi toute seule. Alors vous avez falsifié ma signature sur des documents légaux et vous l'avez vendue, ai-je déclaré, ce n'était pas une question. N'utilise pas ce ton avec nous, a aboyé mon père, son visage rougissant. Nous sommes tes parents. Nous avons pris une décision familiale. Trevor méritait de s'amuser un peu, de se vider la tête. Et j'avais besoin d'un véhicule fiable. Ta maison a payé pour leur plaisir, et elle a payé pour ma voiture. Tu peux toujours acheter un autre appartement. Tu es forte, Audrey. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé. L'arrogance pure, l'absence absolue de remords était stupéfiante. Ils avaient volé des centaines de milliers de dollars en biens immobiliers à leur propre fille, traitant cela comme s'ils avaient simplement emprunté un billet de 20 $ de mon portefeuille. Le nouveau départ de Trevor, ai-je répété lentement. Vous voulez dire les vacances de luxe de 6 semaines aux Maldives. Il n'arrête pas de posters sur Instagram. Des complexes 5 étoiles, des yachts privés, du champagne cher. C'est ça le remède contre la dépression que ma maison a payé. Il avait besoin de se ressourcer, a crié ma mère, ses yeux se remplissant de larmes. C'était la routine classique de la victime. Pourquoi es-tu si égoïste, Audrey? Nous sommes de la même famille. La famille partage. Tu as toujours été si avare avec ton argent. Trevor est ton petit frère. Trevor a 30 ans. Il n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois de toute sa vie d'adulte. Et mes parents venaient de commettre un crime majeur pour financer ses vacances à la plage. Je ne suis pas égoïste, maman, ai-je dit, gardant ma voix dangereusement basse. Je ne fais qu'énoncer des faits. Vous avez vendu ma maison. Mon père a soupiré lourdement, agissant comme si j'étais une enfant capricieuse faisant une crise pour un jouet cassé. Il s'est levé, s'est dirigé vers le lourd buffet en chêne dans la salle à manger et a ouvert le tiroir du haut. Il a sorti une épaisse enveloppe blanche et l'a jetée sur la table basse devant moi. Elle a atterri avec un bruit sourd. Voilà, a dit mon père, en pointant l'enveloppe. C'est 30 000 $ en espèces. C'est ce qui reste après que nous avons payé les dettes de Trevor, réservé son voyage et acheté la voiture. Prends-les.
Utilise-les comme acompte pour un joli petit condo plus près de la ville. Laisse tomber, Audrey. Ne déchire pas cette famille pour des briques et du bois. J'ai regardé l'enveloppe. 30 000 $. Ils avaient vendu ma belle maison Craftsman, restaurée avec soin, pour un coup d'argent rapide, probablement en dessous de la valeur du marché, en avaient gaspillé la quasi-totalité, et me jetaient les restes. Ils s'attendaient à ce que je les prenne, que je pleure, que je crie, et finalement que je me soumette, parce que c'était la dynamique familiale. C'était ce que la bonne fille faisait. J'ai levé les yeux de l'enveloppe vers le visage de mon père. Il souriait légèrement, confiant d'avoir géré la situation, que son autorité avait prévalu. Au lieu de crier, au lieu de pleurer, j'ai senti les coins de ma bouche se contracter. Lentement, un sourire sincère et glacial s'est étendu sur mon visage. Je pouvais sentir la glace dans mes veines. La transition était complète. Je n'étais plus Audrey, la fille dévouée. J'étais Audrey Miller, auditrice jury comptable senior, et il venait de me remettre un crime financier bien emballé et avoué. Qu'est-ce qui est si drôle, a aboyé mon père, son sourire narquois disparaissant, remplacé par une lueur de véritable malaise. Il ne m'avait jamais vu sourire comme ça. Je n'ai pas touché l'enveloppe. J'ai simplement ajusté la sangle de mon sac fourre-tout sur mon épaule. C'est drôle, papa, ai-je dit, ma voix douce comme du verre, parce que vous avez oublié comment j'ai acheté cette maison. Vous avez oublié d'où venait la compte. La maison que vous avez vendue n'était pas seulement la mienne. Je lui ai tourné le dos et je suis sorti par la porte d'entrée, la laissant grande ouverte derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Pour comprendre comment mes parents pouvaient si nonchalamment commettre un crime contre leur propre chair et leur propre sang, il faut comprendre l'orbite malade et tordue dans laquelle notre famille existait. D'aussi loin que je me souvienne, il y avait 2 ensembles de règles distincts dans la maison des Miller. Un pour moi et un pour Trevor. J'étais l'aîné de 4 ans. À l'âge de 10 ans, j'étais essentiellement un 3e parent. Si la maison avait besoin d'être nettoyée, c'était la corvée d'Audrey. Si le dîner devait être commencé parce que maman travaillait tard à son travail de comptable indépendante, Audrey coupait les légumes. J'étais indépendante, silencieuse et hyper compétente. Et parce que je ne demandais jamais d'aide, mes parents ont décidé que je n'en avais jamais besoin. Ma compétence était utilisée comme une arme contre moi. Audrey va bien, disait-il aux proches. Audrey est forte. Elle peut le supporter. Trevor, d'un autre côté, était le Golden Boy. Il était né prématurément avec un asthme léger, et ma mère n'a jamais cessé de le traiter comme s'il était fait de verre fragile. Si Trevor obtenait un C à un test de mathématiques, c'était la faute du professeur qui ne comprenait pas son style d'apprentissage créatif. Si Trevor cassait la fenêtre d'un voisin, c'était un accident. Les garçons seront toujours des garçons. Cette dynamique s'est métastasée lorsque nous avons atteint l'âge adulte. Quand j'ai eu 18 ans, mon père m'a assise à la table de la cuisine et m'a dit que même s'il m'aimait, il n'y avait pas d'argent pour mes frais de scolarité universitaire. J'ai hoché la tête, accepté la réalité et je suis allé travailler. J'ai contracté des prêts étudiants. J'ai cumulé 3 emplois simultanément tout en suivant un programme de cours complet. Je servais dans un restaurant de 5h à 9h du matin, j'allais en cours jusqu'à 15h et je triais des colis dans un entrepôt jusqu'à minuit. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et une montagne de dettes, que j'ai méticuleusement remboursées au cours des 5 années suivantes en vivant de nouilles ramen et en sautant les vacances. Quand Trevor a eu 18 ans, il a décidé que l'université n'était pas son truc. Mes parents ont hoché la tête avec sympathie et lui ont acheté une camionnette neuve pour qu'il puisse se trouver lors de voyages en voiture. Quand il s'est fait virer d'un emploi dans le commerce de détail pour être arrivé en retard 3 jours de suite, ma mère a payé son loyer pendant 6 mois pour qu'il ne se sente pas sous pression. Quand il a accumulé 20 000 $ de dettes de carte de crédit en achetant des vêtements de marque et des billets de concert, mon père a discrètement puisé dans leur épargne retraite pour le renflouer. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais fait de crise de colère. Je me suis simplement éloigné, consacrant toute mon énergie à ma carrière. Je suis devenue auditrice parce que j'aimais la vérité indéniable des chiffres. Les chiffres ne font pas de favoritisme. Les chiffres ne vous manipulent pas. 2 plus 2 font toujours 4, peu importe qui pleure ou prétend avoir besoin d'un nouveau départ. Mais profondément enfoui sous mon armure professionnelle, une petite partie pathétique de moi croyait encore que si je travaillais assez dur, si j'avais assez de succès,
mes parents me regarderaient enfin avec la même adoration aveugle et inconditionnelle qu'ils réservaient à Trevor. Je pensais qu'en n'étant pas un fardeau, je gagnais leur amour. J'avais tort. En n'étant pas un fardeau, je les avais simplement entraînés à me considérer comme une source de stabilité infinie et sans plainte dans laquelle ils pouvaient puiser chaque fois que le chaos de Trevor menaçait de déborder dans leur vie. Il n'y avait qu'une seule personne dans ma famille qui voyait clair dans cette dynamique toxique. Mon grand-père maternel, Norman. Papy Norman était une montagne d'hommes, un ancien contremaître en construction avec des mains comme du cuir rugueux et une voix qui grondait comme un moteur diesel. Pendant que mes parents s'extasiaient sur le potentiel imaginaire de Trevor, Papy Norman s'asseyait avec moi sur son porche arrière, buvant du café noir, me regardant trier méticuleusement mes notes de lycée. C'était un homme dur et pragmatique. Il n'offrait pas de câlins chaleureux ou de louanges somptueuses, mais il offrait le respect, ce qui pour une adolescente en manque de validation valait 1000 câlins. « Tes parents sont des idiots, Audrey », m'a-t-il dit une fois quand j'avais 17 ans, juste après que mon père a annoncé qu'il ne pouvait pas m'aider avec mes frais de scolarité universitaire. J'avais pleuré en silence sur son porche. Ils arrosent une mauvaise herbe morte et ignorent le chêne. Mais ne te laisse pas briser. Ta force est ton véritable atout. L'argent, les maisons, les voitures, ce ne sont que des outils. Mais ton esprit, ta volonté, personne ne peut te l'enlever. Quand Papy Norman est décédé peu après mon 18e anniversaire, cela m'a dévasté. J'ai assisté aux funérailles, je suis resté tranquillement à l'arrière, et je suis retourné directement à mon travail à l'entrepôt le lendemain. Je pensais que c'était la fin de son influence dans ma vie. J'avais tort. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai reçu une lettre recommandée d'un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville de Los Angeles. J'ai été convoqué au bureau de M. Harrison, un avocat spécialisé en succession aux yeux perçants. Assise dans son bureau lambrissé d'acajou, j'ai appris la vérité. Papy Norman n'avait pas été un simple retraité ouvrier. Il avait investi massivement et intelligemment dans l'immobilier pendant les années 70 et 80. Il avait amassé une fortune considérable et il l'avait entièrement placée dans une fiducie blindée. Monsieur Harrison m'a expliqué les termes, sa voix précise et claire. La fiducie Norman Miller détenait des millions d'actifs, mais Papy Norman connaissait trop bien sa fille et son gendre. Il savait qu'il la viderait pour financer leur style de vie et les caprices de Trevor, alors il m'a nommé fiduciaire principal. Les actifs sont bloqués, avait expliqué Monsieur Harrison, faisant glisser un énorme document relié en cuir sur le bureau. Lorsque vous atteindrez l'âge de 35 ans, la fiducie sera dissoute et distribuée. Vos parents recevront 500 000 $ chacun. Votre frère Trevor recevra 500 000 $. Vous recevrez les 1,5 million restants plus le chalet de vacances à Big Bear. J'étais restée assise là, stupéfaite. Et jusqu'à mes 35 ans, les fonds fructifient, a dit Monsieur Harrison. Cependant, il y a une disposition spéciale pour vous, Audrey. Parce que votre grand-père faisait confiance à votre jugement, vous êtes autorisé à accéder à une partie de votre héritage éventuel de manière anticipée, strictement dans le but d'acheter une résidence principale. Il voulait s'assurer que vous ayez un toit sur la tête, quelque chose que personne ne pourrait vous enlever. C'était une bouée de sauvetage. C'était une validation d'outre-tombe. Je n'ai pas touché l'argent immédiatement. J'ai attendu 2 ans. J'ai économisé mon propre argent, j'ai bâti mon crédit et j'ai recherché des quartiers. Puis, à 27 ans, j'ai trouvé la maison Craftsman. J'ai utilisé une partie des fonds de la fiducie pour faire un acompte massif, obtenant un minuscule prêt hypothécaire que je pouvais facilement payer avec mon salaire. La maison était légalement à mon nom, mais la valeur nette, le fondement même de l'achat, était inextricablement lié à la fiducie Norman Miller. C'était un actif né de la fiducie. Et Papy Norman, dans sa sagesse infinie et paranoïaque, avait inclus une clause de pilule empoisonnée très spécifique et très létale dans les documents de la fiducie concernant la protection des actifs. Une clause dont mes parents ne savaient absolument rien. Acheter la maison Craftsman a été le moment le plus fier de ma vie. C'était une manifestation physique de mon indépendance, une forteresse construite de bois, de briques et de ma propre ténacité implacable. La maison était vieille et avait besoin d'amour. Les sols étaient éraflés, la peinture s'écaillait et le jardin était une jungle de mauvaises herbes. J'ai passé mes week-ends à genoux, couvertes de sueur et de peinture, redonnant vie aux vieux os de la maison. J'ai arraché les broussailles mortes dans le jardin et j'ai planté les rosiers, les entretenant jusqu'à ce qu'ils fleurissent en une mer de rouge profond.
Quand les rénovations ont finalement été terminées, j'ai fait l'erreur d'inviter ma famille à dîner. Je voulais partager ma joie. Je voulais qu'ils voient ce que j'avais construit. Ce fut un désastre. Ma mère a franchi la porte d'entrée, le nez plissé comme si elle sentait du lait tourné. Elle a passé un doigt sur le manteau de cheminée en bois antique. C'est très vieux, Audrey. Es-tu sûr que c'est sûr? Tu aurais dû acheter un condo moderne en centre-ville. C'est un gouffre financier. Et pourquoi as-tu besoin de 3 chambres? Tu es célibataire. C'est un peu gourmand, tu ne trouves pas? Mon père a passé toute la soirée à se plaindre de l'absence d'un garage moderne automatisé. Trevor s'est simplement assis sur mon canapé vintage, faisant défiler son téléphone, complètement désintéressé. Tu sais, avait marmonné Trevor la bouche pleine de mon dîner de traiteur coûteux, si tu as tant d'argent à dépenser pour rénover une vieille bicoque, tu aurais pu m'aider avec mes paiements de voiture. Je suis en difficulté ici, Serette. J'avais souri poliment, versé plus de vin et je n'ai rien dit. J'aurais dû savoir alors. J'aurais dû voir comment il regardait ma maison, non pas comme une réussite, mais comme une accumulation injuste de ressources qui appartenaient de droit au collectif familial, c'est-à-dire à Trevor. Mais j'étais aveuglé par l'espoir persistant et insensé qu'il finirait par être fier. Alors, quand l'énorme projet d'audit à Londres a atterri sur mon bureau, m'obligeant à être à l'étranger pendant 6 semaines, j'ai commis une erreur de jugement fatale. J'avais besoin de quelqu'un pour vérifier le courrier, m'assurer que les tuyaux ne fuyaient pas et, surtout, arroser les roses de ma grand-mère pendant la chaleur sèche de la Californie. Je suis allé chez mes parents la veille de mon vol. J'ai tendu à mon père une clé argentée de rechange. C'est juste pour 6 semaines, papa, avais-je dit. Passe juste 2 fois par semaine. Vérifie les serrures. Arrose le jardin. Je te paierai pour ton temps. Mon père a pris la clé, son expression indéchiffrable. Ne sois pas ridicule, Audrey. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin de ton argent pour rendre service. Va en Europe. Fais ton travail, nous nous occuperons de tout ici. J'avais ressenti une rare bouffée de chaleur. Peut-être qu'enfin nous agissions comme une famille normale. J'ai pris mon vol pour Londres le lendemain matin, complètement inconsciente que je venais de donner les clés du poulailler aux renards. Je leur avais donné un accès complet à mon sanctuaire, sans jamais anticiper que leur logique tordue leur permettrait de regarder ma maison, d'évaluer les dettes croissantes de Trevor, et de décider que liquider ma vie était la solution la plus logique à leurs problèmes. Londres était un tourbillon de pluie grise, de salles de conseil stériles et de registres numériques sans fin. L'audit était brutal. L'entreprise cible avait bien caché ses traces, enterrant des transactions frauduleuses sous des couches de structures d'entreprise complexes. Mon cerveau tournait à plein régime, 10 heures par jour, analysant des données, cherchant les minuscules incohérences qui dénouent un énorme mensonge. C'est pendant ma 3e semaine, assise dans ma chambre d'hôtel à 2 heures du matin, sirotant une tasse de thé Earl Grey tiède, que la première fissure dans la façade est apparue. J'avais ouvert Instagram pour accorder à mon cerveau une pause de 5 minutes des feuilles de calcul. En haut de mon fil se trouvait une publication de Trevor. L'image était d'une luminosité aveuglante. Une eau turquoise cristalline, un bungalow tentaculaire sur pilotis, et un plateau de cocktails exotiques posé sur le bord d'une piscine à débordement. La balise de localisation indiquait les Maldives. La légende était une masterclass d'arrogance déplacée. Paradis trouvé. Parfois, il faut juste s'échapper du train-train toxique et trouver sa paix. L'ère de la guérison commence maintenant. Nouveau départ béni. J'ai regardé l'écran, mes yeux fatigués clignant rapidement. Les Maldives. Un voyage comme celui-là, vol, hôtel, nourriture, coûtait facilement des dizaines de milliers de dollars. Trevor m'avait appelé pour me supplier de lui prêter 300 $ pour payer sa facture de téléphone exactement une semaine avant mon départ pour Londres. Mes parents, bien qu'à l'aise, appartenaient strictement à la classe moyenne et protégeaient farouchement leur compte de retraite. Ils n'avaient pas 20 000 ou 30 000 $ en liquidité à dépenser nonchalamment pour des vacances tropicales pour leur fils au chômage. Une froide lueur de suspicion s'est glissée dans mon esprit. D'où venait l'argent? J'ai tapoté l'écran, regardant la photo suivante dans le carrousel. Trevor debout sur un yacht, portant une chemise en lin blanc et des lunettes de soleil de créateur qui coûtaient plus cher que ma première voiture. J'ai immédiatement ouvert mon application bancaire. J'ai vérifié mon compte courant, mon épargne, mes portefeuilles d'investissement.
Tout était intact. Mes scores de crédit étaient parfaits. Aucune nouvelle ligne de crédit n'avait été ouverte à mon nom. J'ai poussé un long soupir. D'accord, donc il n'avait pas volé mon identité. Il n'avait pas vidé mes comptes bancaires. Peut-être que mon père avait pris une deuxième hypothèque. Peut-être que Trevor avait gagné une petite loterie et l'avait gardé secret. Ce n'était pas mon problème. Je me suis forcé à fermer l'application et à aller dormir. Mais la dissonance cognitive bourdonnait à l'arrière de mon crâne comme une lumière fluorescente. Au cours des 3 semaines suivantes, les publications ont continué. Trevor mangeant un steak wagyu à 4 cents $. Trevor faisant de la plongée sous-marine. Trevor tenant une bouteille de champagne qui coûtait plus cher qu'un mois d'épicerie. Pendant ce temps, mes communications avec mes parents sont devenues brèves et tendues. Quand j'ai appelé ma mère un dimanche, elle semblait essoufflée, nerveuse. « Tout va bien ici, ma chérie ?» a-t-elle balbutié rapidement avant même que je puisse demander. « Le temps est magnifique. La maison va bien. Ne t'inquiète de rien. Concentre-toi sur ton travail. Je dois y aller. » Le four sonne. Clic. Mon père ne répondait tout simplement pas à mes textos, ce qui n'était pas entièrement inhabituel, mais ajoutait au sentiment croissant d'anomalie. En tant qu'auditrice, toute ma carrière était fondée sur le principe que les gens mentent, mais les chiffres non, et les chiffres du style de vie de Trevor criaient qu'un afflux de capital massif et non comptabilisé s'était produit. J'ai passé le vol de retour à Los Angeles à essayer de rationaliser, à essayer de me convaincre que ma famille, malgré ses défauts, ne franchirait jamais une ligne criminelle. Mais quand je me suis tenu sous la pluie en regardant Hélène et George dans ma roseraie, le calcul horrible s'est finalement équilibré parfaitement. Ils n'avaient pas volé d'argent liquide. Ils avaient volé l'actif lui-même. Ils avaient converti le travail de ma vie en fonds liquides pour financer une illusion. Et ce faisant, ils avaient finalement et définitivement tué la bonne fille. L'Audrey qui aspirait à leur approbation est morte dans ce salon quand mon père m'a jeté l'enveloppe de monnaie restante. Ce qui est sorti de leur porte d'entrée était une femme dépouillée de toute obligation familiale, armée de la clarté terrifiante d'une enquêtrice professionnelle. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une chambre d'hôtel stérile et hors de prix du centre-ville de Los Angeles. Je m'étais enregistré sous un compte d'entreprise, voulant être aussi loin que possible de Pasadena. La lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux transparents génériques semblait offensante. Je me suis assise, les événements de la veille s'abattant sur moi, mais il n'y avait pas de larmes. Le choc émotionnel s'était consumé, laissant derrière lui une mise au point froide et cristalline. Je me suis dirigé vers le mini-réfrigérateur, j'ai sorti une bouteille d'eau et je me suis assise au petit bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Si c'était un audit d'entreprise, la première étape était la collecte de données. J'avais besoin de la piste papier. J'avais besoin d'une preuve indéniable et juridiquement contraignante des mécanismes de leur fraude. Je me suis connecté au Wi-Fi sécurisé et j'ai accédé à la base de données en ligne du bureau d'enregistrement du comté de Los Angeles. J'ai payé les frais d'accès avec ma carte d'entreprise et j'ai tapé l'adresse de ma maison Craftsman. Le serveur a chargé pendant 3 secondes angoissantes avant d'afficher l'historique de la propriété. C'était là. Un transfert d'acte enregistré il y a exactement 3 semaines. Cédant, Audrey Miller. Cessionnaire, George et Helen Henderson. Prix de vente, 420 000 $. Payé en totalité. Transaction en espèces. J'ai téléchargé la copie numérisée de l'acte et je l'ai ouverte sur mon écran. En zoomant en bas de la page 4, les signatures. J'ai fixé l'encre. C'était une tentative de falsification fascinante et pathétique. Ma véritable signature est nette, angulaire, un A qui coupe comme un couteau et un Miller qui s'étire en une ligne droite et agressive. La signature sur l'acte était arrondie. Le O était hésitant. Le M avait des boucles au lieu de pointes. Je savais exactement qui avait tenu le stylo. J'avais vu ma mère écrire des milliers de listes de courses et de cartes d'anniversaire. Je reconnaissais la légère inclinaison vers la droite, la forte pression sur les traits descendants. Linda Miller s'était assise à une table, avait regardé un morceau de papier qui représentait tout ce que j'avais construit, et avait soigneusement, délibérément, dessiné mon nom pour le voler. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai classée dans un nouveau dossier crypté sur mon bureau intitulé « Affaire Miller ». Mais une signature falsifiée seule ne suffisait pas. Pour vendre un bien immobilier,
Surtout dans une transaction en espèces rapide sans la présence du principal, il fallait une notarisation à toute épreuve pour vérifier l'identité. Un notaire public est un fonctionnaire commissionné par l'État. Si un notaire avait validé cela, il était soit incroyablement incompétent, soit activement complice de la fraude. J'ai fait défiler jusqu'au bloc notarial sur l'acte. Il était estampillé d'un sceau notarial standard de Californie. John H. Thompson. Numéro de commission 2 294 581. Date d'expiration 12 octobre 2027. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai navigué vers le site officiel du secrétaire d'État de Californie, spécifiquement la section des notaires publics. J'ai cliqué sur Vérifier un notaire. Mes doigts ont volé sur le clavier. Prénom, John, initiale du deuxième prénom, H, nom de famille, Thompson. J'ai cliqué sur Rechercher. Aucun résultat trouvé. J'ai fait une pause. Peut-être que le nom était mal orthographié dans la base de données. J'ai changé le paramètre de recherche pour le numéro de commission. 2 294 581. J'ai cliqué à nouveau sur Rechercher. L'écran a clignoté. Numéro de commission invalide. Aucun notaire actif ou inactif ne correspond à ce critère. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil de l'hôtel, le silence de la pièce résonnant à mes oreilles. J'ai laissé échapper un souffle bas et sans humour. Un faux notaire. Cela change tout le paysage. Mes parents n'avaient pas simplement trouvé un notaire de centre commercial douteux prêt à contourner les règles et à accepter une fausse pièce d'identité. Ils avaient complètement fabriqué un fonctionnaire de l'État. Ils avaient soit commandé un tampon en caoutchouc personnalisé en ligne, soit falsifié le sceau numérique eux-mêmes. Aux yeux de la loi, falsifier une signature sur un contrat est une affaire civile grave, qui confine souvent à la fraude criminelle. Mais falsifier un sceau officiel d'État ou fédéral, falsifier un document public notarié pour exécuter une transaction immobilière d'une valeur de près d'un demi-million de dollars, c'était un crime majeur et indiscutable. C'était un vol qualifié, une falsification de documents publics et une fraude par virement électronique, le tout réuni en un seul paquet dévastateur. Cela entraînait une peine de prison obligatoire. Mon père, qui se croyait toujours l'homme le plus intelligent de la pièce, avait laissé une traînée de miettes de pain si large et si évidente qu'un étudiant en comptabilité de première année aurait pu la suivre. Il pensait que parce qu'il traitait avec la famille, les règles normales du commerce et de la loi ne s'appliquaient pas. Il pensait que son autorité de patriarche l'emportait sur le code pénal. J'ai pris mon téléphone. Je devais savoir exactement comment Trevor s'intégrait dans la logistique. Il était le bénéficiaire du crime, évidemment, mais mes parents n'étaient pas assez doués en technologie pour orchestrer seuls une vente rapide en espèces à des étrangers. Ils avaient besoin d'un courtier. Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper des acheteurs. J'ai de nouveau ouvert Instagram. J'ai fait défiler le profil de Trevor, dépassant les photos des Maldives, jusqu'à environ 4 semaines auparavant, à peu près au moment où l'acte a été enregistré. Il y avait une photo de Trevor debout devant un immeuble de bureaux élégant à façade de verre, portant un costume bon marché qui ne lui allait pas. Il serrait la main d'un homme que je ne reconnaissais pas. La légende disait, de grands projets aujourd'hui. On conclut l'affaire. Immobilier boulot. J'ai zoomé sur l'arrière-plan de la photo. Au-dessus des portes en verre, le reflet du soleil obscurcissait une partie de l'enseigne, mais je pouvais clairement distinguer le logo et les mots Pasadena Premier Property. J'ai regardé ma montre. Il était 9h30 du matin. Les agences immobilières étaient ouvertes. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé dans la salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau froide. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mes yeux étaient sombres, dépourvus de la panique de la veille. J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré et sévère. J'ai enfilé un blazer gris anthracite élégant et une chemise blanche impeccable. C'était mon armure. C'était l'uniforme d'une femme qui exige des réponses et les obtient. J'ai quitté l'hôtel et j'ai pris un court trajet en Uber jusqu'à l'adresse indiquée pour Pasadena Premier Property. Le bureau était moderne, tout en chrome et en verre, essayant très fort de projeter une image de succès haut de gamme. J'ai franchi les portes doubles, mes talons claquant sèchement contre le sol en marbre poli. Une jeune réceptionniste aux cheveux blonds vifs a levé les yeux de son ordinateur, offrant un sourire étudié et trop enthousiaste. Bonjour. Bienvenue chez Pasadena Première.
Comment pouvons-nous vous aider à trouver la maison de vos rêves aujourd'hui? Je n'ai pas rendu son sourire. Je me suis dirigé directement vers son bureau, posant mes 2 mains à plat sur la surface de verre fraîche, me penchant légèrement. Je projetais l'aura d'une cliente fortunée qui était agacée et n'avait absolument pas de temps pour les bavardages. « Bonjour », ai-je dit, ma voix nette et autoritaire. Je cherche l'agent qui s'est occupé d'une vente récente en espèces non listées sur Oak Street. Le vendeur était représenté par un homme nommé Trevor Miller. Elle a été conclue il y a environ un mois. Je dois parler immédiatement à la personne qui a géré ce dossier. La réceptionniste a cligné des yeux, son sourire vacillant légèrement à mon ton. Oh. Laissez-moi vérifier notre annuaire. Trevor Miller, Oak Street. Elle a tapé rapidement sur son clavier. Ah, oui. Ce dossier a été géré par notre courtier principal, Marcus Vance. Il est dans son bureau. Avez-vous un rendez-vous, madame? Miller, ai-je dit froidement. Audrey Miller. Et non, je n'ai pas de rendez-vous, mais je vous assure que monsieur Vance voudra me parler. La réceptionniste a hésité une fraction de seconde avant que mon ton ne la décide. Elle a pris son téléphone de bureau, a appuyé sur un seul bouton et a murmuré quelque chose rapidement dans le récepteur. Moins d'1 minute plus tard, un homme est sorti d'un bureau aux parois de verre au fond du couloir. Il portait un costume bleu marine ajusté, une coiffure abondamment gominée et une montre beaucoup trop grosse pour son poignet. Il a arboré un sourire de vendeur à haute tension en s'approchant de moi. « Mademoiselle Miller, c'est bien ça ?» a-t-il demandé, tendant la main. « Je suis Marcus Vance, courtier principal. C'est un plaisir de vous rencontrer. Veuillez entrer dans mon bureau. » Je n'ai pas pris sa main. J'ai simplement fait un bref signe de tête sec et je l'ai suivi dans son bureau. Il a fermé la porte en verre derrière nous, coupant le bruit ambiant de la réception. J'ai pris place dans l'un des fauteuils en cuir élégant en face de son bureau, posant mon sac fourre-tout sur mes genoux. J'ai gardé une posture parfaitement droite. « Alors » a dit Marcus, se penchant en arrière dans son fauteuil et joignant ses doigts. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Cherchez-vous à acheter dans la région de Pasadena? J'ai des annonces incroyables. » Je ne cherche pas à acheter, monsieur Vance, ai-je dit, ma voix maintenant se calme glaciale et uniforme. Je suis ici concernant une transaction que vous avez facilitée le mois dernier. La propriété sur Oak Street, une vente rapide en espèces. La vendeuse enregistrée était Audrey Miller. L'agent agissant en son nom était son frère, Trevor Miller. Marcus a souri, l'air bien trop satisfait de lui-même. Ah, oui, la propriété d'Oak Street. Une belle petite maison Craftsman. Ce fut une transaction très fluide. C'était un plaisir de travailler avec Trevor. Il a mentionné que vous déménagiez à l'étranger pour un poste d'entreprise très lucratif. Félicitations pour cela, d'ailleurs. Ça doit être excitant. J'ai laissé le silence planer dans l'air pendant 5 longues secondes. Je l'ai observé. En tant qu'auditrice, on apprend que le silence est une arme. Les gens détestent le silence. Ils le rempliront avec tout ce qu'ils peuvent, s'incriminant souvent au passage. Marcus s'est légèrement agité sur sa chaise, son sourire se crispant. « Je n'ai pas déménagé, monsieur Vance », ai-je dit doucement. J'étais en voyage d'affaires temporaire de 6 semaines à Londres. Je n'ai pas autorisé la vente de ma maison. Je n'ai pas signé d'acte de cession, et je n'ai certainement pas donné à mon frère au chômage et financièrement illettré une procuration pour liquider ma résidence principale. Toute la couleur a disparu du visage de Marcus Vance. Il ressemblait à un homme qui venait de descendre d'un trottoir et de réaliser qu'un train de marchandises lui fonçait dessus. Il s'est redressé brusquement, ses mains agrippant le bord de son bureau. « Excusez-moi » a-t-il balbutié, le personnage de vendeur mielleux disparaissant instantanément. « Mademoiselle Miller, Je ne comprends pas. » Trevor a apporté tous les documents nécessaires. Nous avions un acte signé. Nous avions une confirmation d'identité et d'intention de vendre notariée. Nous avions un document de procuration qui semblait tout à fait standard. Nous avons trouvé un acheteur au comptant en 1 semaine, ce qui est exactement ce qu'il a dit que vous aviez besoin pour financer votre déménagement international. Laissez-moi deviner, ai-je interrompu, gardant un ton strictement professionnel. Parce que c'était une offre toute en espèces, il n'y avait pas de prêteur hypothécaire impliqué, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de souscripteur bancaire exigeant une vérification d'identité secondaire.
Il n'y avait pas de société de titres faisant une vérification approfondie des antécédents parce que les acheteurs voulaient une clôture rapide et ont payé l'assurance titre en espèces. Vous avez vu une commission facile et rapide sur une vente de 420 000 $, et vous n'avez pas effectué une diligence raisonnable de base. Marcus a dégluti difficilement. Ses yeux se sont tournés vers la porte, puis sont revenus vers moi. Mademoiselle Miller, nous traitons des dizaines de transactions par mois. Lorsqu'un membre de la famille se présente avec un document notarié tamponné de l'État de Californie, nous devons le prendre pour argent comptant. Un notaire public est un fonctionnaire assermenté. Si le tampon est là, il est considéré comme une vérification juridiquement contraignante. J'ai fouillé dans mon sac fourre-tout, j'ai sorti une seule feuille de papier et je l'ai fait glisser sur le bureau en verre. C'était l'impression de la base de données du secrétaire d'État de Californie. Le notaire n'existe pas, monsieur Vance, ai-je dit. John H. Thompson est un fantôme. Le numéro de commission est faux. Le tampon a été fabriqué. Mes parents et mon frère ont falsifié des documents d'État dans votre bureau, et vous l'avez fait passer pour percevoir votre pourcentage. Marcus a regardé le papier, la bouche légèrement ouverte. La responsabilité légale à laquelle il faisait soudainement face était catastrophique. J'ai besoin d'une copie de chaque courriel, de chaque message texté et de chaque morceau de papier que Trevor Miller vous a remis, ai-je ordonné. Si vous coopérez avec moi maintenant, je m'assurerai que la police sache que vous étiez un pion involontaire dans une conspiration de fraude par virement électronique plutôt qu'un participant actif. Avons-nous bien compris? Marcus Vance a hoché la tête rapidement, ses mains tremblant alors qu'il attrapait la souris de son ordinateur. Oui, absolument, mademoiselle Miller. Je vais imprimer le dossier entier tout de suite. J'ai quitté l'agence immobilière avec une épaisse enveloppe manille bien rangée sous mon bras. À l'intérieur se trouvait l'anatomie complète d'un crime. Marcus Vance avait tout imprimé. Il y avait des courriels d'un compte que Trevor avait créé en se faisant passer pour moi, confirmant le prix de vente. Il y avait des copies de la fausse procuration. Il y avait des registres des virements électroniques divisant le produit de la vente de ma maison en deux comptes bancaires distincts. L'un appartenant à mes parents et l'autre à Trevor. J'ai hélé un taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse d'un gratte-ciel dans le quartier financier du centre-ville de Los Angeles. Il était temps de construire le pare-feu. Je ne pouvais pas aller à la police tout de suite. Si je le faisais, l'État prendrait le relais. Le processus deviendrait un cauchemar bureaucratique et ma famille aurait le temps de cacher l'argent restant ou de concocter une défense. Je devais les enfermer dans un coffre-fort juridique dont ils ne pourraient pas s'échapper. Et j'avais besoin de l'homme qui gardait la fiducie Norman Miller. Les bureaux d'avocats de Harrison, Sterling et Vance étaient exactement comme je m'en souvenais d'il y a des années. De lourdes portes en chêne, des tapis moelleux qui étouffaient vos pas, et une atmosphère d'autorité coûteuse et inébranlable. J'avais appelé depuis le taxi, et l'assistante de M. Harrison m'a fait entrer directement. M. Harrison était assis derrière son immense bureau. C'était un homme plus âgé aux cheveux argentés, aux yeux bleus perçants et au comportement calme de quelqu'un qui a passé 40 ans à naviguer dans les aspects les plus laids de la cupidité humaine. Il s'est levé quand je suis entré, offrant un sourire chaleureux et professionnel. « Audrey » a-t-il dit de sa voix profonde et résonnante. « C'est merveilleux de vous voir, bien que vu l'urgence de votre appel, je présume que ce n'est pas une visite de courtoisie. Veuillez vous asseoir. Que s'est-il passé ?» J'ai pris un siège, posant l'épaisse enveloppe manille sur son bureau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à disposer les documents en une rangée nette et organisée, exactement comme je le ferais lors d'une présentation d'audit pour un conseil d'administration. Monsieur Harrison, ai-je commencé, ma voix stable. Pendant que j'étais en mission professionnelle de 6 semaines à Londres, mes parents et mon frère ont conspiré pour vendre ma résidence principale. Ils ont fabriqué une procuration, falsifié ma signature sur l'acte de cession et créé un faux tampon de notaire public de Californie pour contourner le processus de vérification légale. Ils ont vendu la propriété pour 420 000 $ en espèces à un couple de personnes âgées. Monsieur Harrison a cessé de respirer une seconde. Son sourire professionnel a disparu, remplacé par un regard de choc pur et total. Il a lentement tendu la main et a pris la copie de l'acte, examinant le faux tampon de notaire. Ils ont falsifié un sceau d'État, a-t-il demandé, sa voix tombant à un murmure. Oui, ai-je répondu. J'ai vérifié auprès du secrétaire d'État. Le notaire est fictif.
De plus, j'ai obtenu les communications du courtier immobilier prouvant que mon frère Trevor a agi comme agent principal de la vente en utilisant une adresse électronique conçue pour imiter la mienne. Ils ont utilisé le produit de la vente pour acheter un véhicule de luxe pour mon père, régler les dettes de mon frère et financer des vacances de 6 semaines aux Maldives. Monsieur Harrison a baissé le document. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'un mélange de pitié et de respect professionnel intense. Audrey, je m'occupe du droit des successions et des conflits familiaux depuis 4 décennies. J'ai vu des frères et sœurs se battre pour des cuillères en argent et des parents déshériter des enfants pour des disputes futiles. Mais une falsification criminelle coordonnée par plusieurs parties pour liquider la maison d'un enfant. C'est sociopathique. C'est une erreur de calcul, les jeux corrigés froidement. Ils ont calculé que parce que je suis la fille docile et indépendante, j'accepterais finalement la perte pour maintenir la paix familiale. Ils ont calculé que mon silence était une garantie. Je me suis légèrement penché en avant. Ils ont oublié que la compte pour cette maison provenait de la fiducie. Les yeux de Monsieur Harrison se sont écarquillés. Une compréhension lente et terrifiante est apparue sur son visage. Il a tourné sa chaise vers le mur massif de classeur derrière lui. Il a déverrouillé un lourd tiroir en acier et a sorti un épais classeur relié en cuir. Estampillé en lettres d'or sur la tranche se trouvaient les mots « La fiducie Norman Miller ». « Oui », a dit Monsieur Harrison, sa voix prenant une teinte dure et métallique. « Oui, ils ont oublié cela. Et ils sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse en droit des fiducies. » Monsieur Harrison a placé le lourd classeur sur son bureau et l'a ouvert, feuilletant des pages de jargon juridique dense, des annexes d'actifs et des clauses de distribution. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Il s'est arrêté à peu près à la moitié du document, passant son index sur un bloc de texte. Votre grand-père, Norman, était un homme très perspicace, Audrey, a dit Monsieur Harrison, ses yeux balayant la page. Quand il a établi cette fiducie, il était bien conscient des habitudes financières de vos parents. Il était particulièrement préoccupé par le fait que s'il vous permettait de retirer des fonds de manière anticipée pour acheter une maison, votre famille pourrait tenter de tirer parti de cet actif. Il voulait s'assurer que votre sanctuaire soit intouchable. Il a tourné le classeur pour qu'il me fasse face, tapotant le paragraphe avec son stylo. Article 7, section 4, la clause de déchéance. Monsieur Harrison a lu à haute voix, sa voix résonnant légèrement dans le bureau silencieux. Il stipule sans ambiguïté que tout bénéficiaire désigné de cette fiducie qui tente de frauder, de détourner, de s'approprier illégalement ou de liquider tout actif appartenant à la fiducie ou en provenant, perdra immédiatement et irrévocablement l'intégralité de son héritage désigné. J'ai lu les mots moi-même. Le langage juridique était dense, mais le sens était une balle en plein cœur. Ma maison, parce qu'elle avait été achetée en utilisant des fonds de la fiducie comme base principale de la valeur nette, était classée comme un actif provenant de la fiducie. Pour être absolument clair, ai-je dit, mon cerveau d'auditrice calculant les chiffres exacts, en vendant ma maison sans mon consentement légal, ils ont déclenché cette clause. Précisément, a dit Monsieur Harrison, fermant le classeur avec un bruit sec et définitif. Ils n'ont pas seulement volé une maison de 400 000 $. En commettant une fraude criminelle contre un actif protégé par la fiducie Norman Miller, vos parents ont automatiquement perdu leur part de 500 000 $. Et votre frère Trevor, en agissant comme agent de la vente et en recevant les fonds volés, a perdu sa part de 500 000 $. Je me suis rassise dans mon fauteuil. 1,5 million de $. Dans leur course désespérée et cupide pour voler ma maison et financer des vacances de luxe, ils avaient littéralement réduit leur propre avenir en cendres. Ils avaient mis le feu à leur retraite pour acheter un break et quelques cocktails sur la plage. Que advient-il de leur part, ai-je demandé. Selon la structure de la fiducie, les parts déchues sont redistribuées aux bénéficiaires restants et conformes. Puisque vous êtes la seule autre bénéficiaire, le solde entier de la fiducie plus les propriétés de vacances vous appartient désormais uniquement. Il sera entièrement libéré à votre 35e anniversaire. Monsieur Harrison a croisé les mains sur son bureau. Audrey, je dois savoir comment vous voulez procéder. Je peux rédiger les avis de déchéance et les faire signifier par un coursier aujourd'hui, et nous devons contacter les autorités. C'est une affaire criminelle grave. Nous contacterons les autorités, ai-je dit, ma voix aussi froide que le zéro absolu. Mais je ne veux pas qu'ils soient signifiés par un coursier. Je veux les regarder dans les yeux quand ils réaliseront ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils comprennent exactement combien leur Golden Boy leur a coûté.
J'ai regardé ma montre. C'était un jeudi. Je m'occuperai de la famille, ai-je dit à Monsieur Harrison. J'aurai besoin que vous soyez présent ce dimanche. Et lundi matin à la première heure, nous porterons ce dossier entier au département de police de Pasadena. J'ai passé le vendredi et le samedi dans un état de calme glacial absolu. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'étais pas fatigué. Je fonctionnais au carburant pur à haut indice d'octane d'une feuille de calcul finalisée. Tout était équilibré. Tout était comptabilisé. Maintenant, je devais juste présenter les conclusions. J'ai appelé ma tante Suzanne le vendredi après-midi. C'était la sœur aînée de ma mère et la seule personne de la famille élargie qui possédait une boussole morale fonctionnelle. Elle avait toujours pensé que mes parents couvaient Trevor, bien qu'elle gardait généralement ses opinions pour elle afin d'éviter les crises de nerfs de ma mère. Tante Suzanne, ai-je dit quand elle a répondu, c'est Audrey. Je suis de retour de Londres. Audrey. Oh, ma chérie, c'est si bon d'entendre ta voix, a-t-elle gazouillé. Comment va l'Europe? Tu dois être épuisé. Je le suis, ai-je menti doucement. Écoute, je veux réunir la famille ce dimanche. Juste un barbecue en fin d'après-midi, mais ma maison subit des rénovations soudaines. Pourrions-nous l'organiser chez toi? Je paierai pour toute la nourriture et le traiteur. Tante Suzanne, que son cœur soit béni, a accepté immédiatement. Bien sûr, ma chérie. J'appellerai tes parents et Trevor. Ce sera charmant d'avoir tout le monde réuni. Je savais exactement comment mes parents réagiraient à l'invitation. Ils la considéraient comme une victoire. Dans leurs esprits tordus, le fait que j'organise un barbecue familial signifiait que j'avais accepté l'enveloppe d'argent. Cela signifiait que j'avais avalé le vol de ma maison et que j'étais prête à jouer à nouveau le rôle de la bonne fille docile. Le dimanche après-midi est arrivé avec un temps californien parfait et ensoleillé. J'ai conduit ma voiture de location jusqu'à la maison de tante Suzanne, arrivant une heure plus tôt pour aider à préparer. Le traiteur avait livré des plateaux de viande grillée, des salades et du thé glacé. Le jardin avait l'air idyllique. Il ressemblait au décor d'une famille heureuse. À 15 heures, ils sont arrivés. Mes parents sont entrés les premiers par le portail latéral. Mon père portait une chemise en lin neuve et d'apparence coûteuse. Ma mère avait un nouveau collier de perles reposant contre sa clavicule. Ils avaient l'air détendus, riches et complètement imperturbables. Trevor est arrivé 5 minutes plus tard. Il était profondément bronzé par le soleil des Maldives. Ses cheveux étaient légèrement décolorés aux pointes. Il portait des lunettes de soleil de créateur et un sourire suffisant et satisfait qui me retournait l'estomac. Audrey, a chanté ma mère, se précipitant pour m'envelopper dans une étreinte qui sentait le nouveau parfum cher. Regarde-toi, si mince. Tu travailles trop, ma chérie. Bonjour, maman, ai-je dit, gardant mes bras rigidement le long de mon corps. Mon père m'a tapé sur l'épaule, un geste lourd et condescendant. Content de te voir, gamine. Heureux que tu aies décidé d'arrêter de bouder et de rejoindre la famille. Tu vois, la vie continue. Trevor s'est approché, tenant une bouteille de bière artisanale qu'il avait prise dans la glacière. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a juste cogné son épaule contre la mienne. Salut, grande sœur. Bienvenue dans le monde réel. Merci d'avoir été cool pour l'histoire de la maison. Honnêtement, c'était un taudis de toute façon. Tu as besoin d'un endroit moderne. Un gratte-ciel correspond à toute ton ambiance de robot d'entreprise. Il a ri de sa propre blague. Mes parents ont gloussé avec lui. Je les ai regardés tous les trois. Ils étaient si confiants dans leur manipulation. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient gagné. Ils croyaient que mes limites étaient en papier, facilement déchirées et jetées au moment où ils l'exigeaient. De rien, Trevor, ai-je dit doucement. Je suis sûr que les Maldives ont été très curatives. Oh, c'était épique, s'est-il vanté, prenant une gorgée de sa bière. Exactement ce que le docteur a ordonné. Tu devrais y aller un de ces jours. Te détendre un peu. J'ai offert un petit sourire, terriblement vide. Peut-être que je le ferai. Je me suis excusé et je me suis dirigé vers la table du patio où reposait mon grand sac fourre-tout en cuir. J'ai vérifié mon téléphone. Un message texte de Monsieur Harrison disait « Je suis garé devant. Prêt quand vous le serez. » Le piège était tendu. Le public était assis.
Il était temps d'exécuter l'audit. Le barbecue s'est déroulé avec une normalité écœurante. Tante Suzanne s'affairait, offrant plus de salade de pommes de terre. Mon oncle parlait de son swing de golf. Mon père tenait le crachoir près du grill, se vantant bruyamment à quiconque voulait l'entendre de la puissance de sa nouvelle berline de luxe. Trevor était assis sur une chaise de jardin, faisant défiler son téléphone, montrant occasionnellement une photo à ma mère et la faisant rire. J'étais assise tranquillement, sirotant un verre d'eau glacée. J'ai attendu que tout le monde ait fini de manger, que les assiettes soient débarrassées et que le bavardage ambiant se soit calmé en une accalmie paresseuse post-repas. Puis je me suis levé. Je n'ai pas tapé sur un verre avec une fourchette. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement pris mon lourd sac fourre-tout en cuir, j'ai ouvert la fermeture éclair et j'ai sorti 3 dossiers manille épais et identiques. Le bruit de la fermeture éclair était assez fort pour attirer l'attention de tante Suzanne. Elle m'a regardé, son sourire vacillant en remarquant la rigidité absolue de ma posture. Je me suis approché de la table du patio où mes parents et Trevor étaient assis. J'ai placé un dossier directement devant mon père, un devant ma mère et le dernier devant Trevor. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon père, fronçant les sourcils en regardant le dossier. « Audrey, si c'est pour le travail, laisse ça au bureau. On se détend. »« Ce n'est pas pour le travail, papa, ai-je dit. » Ma voix était parfaitement égale. Elle portait clairement à travers le patio, faisant taire le bavardage restant. C'est un audit. J'ai passé les 3 derniers jours à auditer notre famille. Trevor a reniflé, levant les yeux au ciel derrière ses lunettes de soleil chères. Mon Dieu, tu es si ennuyeuse. Un audit? Quoi, maman a trop dépensé pour la salade de pommes de terre? Je l'ai ignoré. J'ai gardé les yeux rivés sur mon père. Ouvre le dossier. Mon père a soupiré de façon spectaculaire, prenant le dossier et l'ouvrant. Ma mère s'est penchée pour regarder. Trevor a ouvert le sien à contre-cœur. À l'intérieur du dossier, au-dessus, se trouvait la copie couleur haute résolution de l'acte de cession falsifié. En dessous, il y avait l'impression du secrétaire d'État prouvant que le notaire était faux. Et en dessous, il y avait la photographie de Trevor serrant la main de Marcus Vance devant l'agence immobilière. Il a fallu exactement 4 secondes au cerveau de mon père pour traiter les documents. La couleur rougeaude et confiante de son visage a disparu si vite qu'il a semblé sur le point de s'évanouir. Ses mains ont commencé à trembler. Il a laissé tomber le dossier sur la table comme s'il le brûlait. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet étranglé, sa main volant pour couvrir sa bouche. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit, ma voix coupant le silence soudain et suffocant du jardin, je n'ai pas accepté votre enveloppe d'argent. Au lieu de cela, j'ai rassemblé la piste papier. La page 1 est l'acte que vous avez utilisé pour liquider illégalement ma maison. Remarquez la signature. Maman, ton écriture est atroce. Les boucles sur le M sont bien trop larges. La page 2 est la confirmation que le tampon de notaire que vous avez utilisé pour contourner la société de titre est complètement fictif. Cela élève cela de la fraude civile à un crime d'État. Audrey, arrête, a sifflé mon père, sa voix un murmure frénétique et désespéré. Il a regardé autour du jardin. Tante Suzanne et mon oncle le regardaient avec un choc horrifié. Range ça. On peut en parler à l'intérieur. Ne fais pas ça ici. Je ferai cela exactement où je le souhaite, ai-je répondu, me tenant droite, un monolithe de logique froide. J'ai tourné mon regard vers mon frère. Et la page 3, Trevor, c'est toi utilisant une procuration frauduleuse pour exécuter une vente au comptant, agissant comme agent dans une conspiration criminelle. Le courtier, Marcus Vance, a déjà remis chaque courriel que tu as envoyé en te faisant passer pour moi. Ton empreinte numérique est embarrassante. Trevor a arraché ses lunettes de soleil. Sa suffisance avait disparu, remplacée par le regard paniqué et acculé d'un rat. Tu mens, a-t-il crié, sa voix se brisant. Je n'ai rien fait. Papa m'a dit que c'était bon. Papa a dit que tu étais d'accord. J'ai juste déposé les papiers. Ne me jette pas sous le bus, petit idiot, a rugi mon père, son sang-froid se brisant complètement. Il a frappé sa main sur la table. Je les ai regardés se retourner l'un contre l'autre en moins de 30 secondes. Il n'y avait pas de loyauté parmi les voleurs. Il n'y avait que l'autopréservation. Mais leur panique n'était que l'apéritif. Je n'avais même pas encore servi le plat principal.
Le jardin a éclaté et Suzanne s'est avancée, le visage pâle. Robert, Linda, est-ce vrai? Avez-vous vendu la maison d'Audrey? Reste en dehors de ça, Suzanne, a aboyé mon père, son visage virant à un violet hideux. Il s'est retourné vers moi, essayant de convoquer l'ancien personnage de patriarche autoritaire. Il s'est levé, essayant de me dominer. Écoute-moi, Audrey. Tu prends ça de manière totalement disproportionnée. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons mis un toit sur la tête pendant 18 ans. Tu nous devais bien ça. Trevor se noyait dans les dettes. J'avais besoin d'une voiture fiable. Tu as un salaire d'entreprise énorme. Tu n'avais pas besoin de cette immense maison. Nous avons redistribué les actifs familiaux pour aider la famille à survivre. C'était une réponse d'Arvo de Manuel. Nier, attaquer, et inverser la victime et l'agresseur. Il essayait de faire de mon succès le crime et de son vol la solution héroïque. Avant que je puisse répondre, ma mère a déployé son arme de prédilection, les larmes. Elle s'est effondrée dans sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots violents et dramatiques. « Comment peux-tu être si cruel, Audrey » a-t-elle gémi, sa voix épaisse d'une agonie exagérée. « Ton frère était suicidaire à cause du stress. Nous essayons juste de lui sauver la vie. Je suis ta mère. Je t'ai porté pendant 9 mois. Et tu viens ici à un barbecue familial, agitant des papiers, essayant de nous envoyer en prison pour des briques en bois. Où est ton cœur? Pourquoi es-tu si froide et impitoyable? Elle a tendu la main, attrapant mon poignet avec une force surprenante. S'il te plaît, Audrey, nous sommes une famille. Les liens du sang sont plus forts que tout. Laisse juste tomber. Nous te rembourserons. Je le jure. Donne-nous juste du temps. J'ai regardé sa main, agrippant mon poignet. Je n'ai absolument rien ressenti, ni culpabilité, ni sympathie. Les tactiques de manipulation qui m'avaient contrôlé pendant 3 décennies étaient soudainement transparentes, pathétiques et impuissantes. J'ai doucement mais fermement dégagé ses doigts de mon bras et j'ai reculé d'un pas. Ne me touche plus jamais, ai-je dit doucement. Trevor, voyant que les larmes et les cris ne fonctionnaient pas, a essayé une approche différente. Il s'est levé, levant les mains dans un geste apaisant. Écoute, Audrey, soyons rationnels. D'accord, on a merdé avec les papiers. Et alors? La maison est partie. Les acheteurs sont installés. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est que de l'argent. Je trouverai un travail. Je te rembourserai les 400 000 avec les intérêts. Juste. Déchire ces dossiers et on peut se serrer la main comme des adultes. J'ai regardé Trevor, 30 ans, portant des vêtements payés avec ma valeur nette volée, m'offrant un plan de paiement imaginaire pour un crime qu'il avait commis il y a 3 semaines. Tu n'as pas de travail, Trevor, ai-je déclaré platement. Tu ne pouvais pas payer une facture de téléphone de 3 cents $ le mois dernier. Tu ne verras jamais 400 000 $ de toute ta vie. Et tu as raison. Nous ne pouvons pas annuler la vente immédiatement. Les acheteurs sont des victimes innocentes. Mais il ne s'agit pas seulement de l'argent. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai parlé avec l'autorité calme et dévastatrice d'un juge lisant une sentence. Vous avez volé mon sanctuaire. Vous avez falsifié des documents d'État. Vous avez traité le travail de ma vie comme une caisse noire pour des vacances à la plage. Vous vous êtes reposé sur l'hypothèse que je suis une fille faible et désespérée qui avalerait vos abus pour vous garder heureux. J'ai fait une pause, laissant mon regard balayer les 3. Vous avez mal calculé. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur un bouton. Monsieur Harrison, ai-je dit dans le récepteur. Vous pouvez entrer dans le jardin maintenant. Le portail en bois sur le côté de la maison s'est ouvert en cliquant. Toutes les têtes dans le jardin se sont tournées. Monsieur Harrison est entré. Il portait un costume gris impeccable et portait sa mallette argentée. Il projetait une aura de puissance légale immense et indéniable. Il a dépassé ma tante Suzanne stupéfaite et s'est arrêté juste à côté de moi. Mes parents l'ont dévisagé. Ils le reconnaissaient vaguement des funérailles de Papy Norman, mais ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle un avocat spécialisé en succession de haut vol entrait dans leur barbecue familial. « Bonjour » a dit Monsieur Harrison, sa voix profonde et formelle. « Je suis Arthur Harrison.
Je suis l'exécuteur testamentaire et le conseiller juridique principal de la fiducie Norman Miller. Mon père a froncé les sourcils. La fiducie? La fiducie de Norman? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Norman est mort depuis des années. La fiducie ne verse rien avant qu'Audrey ait 35 ans. C'est exact, monsieur Miller, a dit monsieur Harrison doucement. Il a posé sa mallette sur la table, juste au-dessus de l'acte falsifié. Il a ouvert les loquets et a sorti le lourd classeur relié en cuir. Cependant, la fiducie est très active et il y a des stipulations régissant les actifs qu'elle contient. Monsieur Harrison a ouvert le classeur et a regardé directement mes parents. Quand Audrey a acheté la propriété sur Oak Street, elle a utilisé une disposition lui permettant de retirer une avance de la fiducie pour garantir une résidence principale. Parce que la valeur nette de cette maison a été financée par la fiducie, la propriété elle-même était légalement classée comme un actif dérivé de la fiducie. La bouche de mon père s'est légèrement ouverte. Les engrenages dans sa tête tournaient, essayant de traiter le jargon juridique, mais la terreur s'installait déjà. « Je ne comprends pas », a murmuré ma mère, ses fausses larmes séchant instantanément. J'ai fait un pas en avant. Je voulais être celle qui porterait le coup de grâce. Cela signifie, maman, que vous n'avez pas seulement volé à moi, ai-je dit, ma voix sonnant claire et froide. Vous avez volé à la fiducie de Papy Norman. Et Papy Norman savait exactement quel genre de personne vous étiez, alors il a mis une pilule empoisonnée dans le contrat. Monsieur Harrison a repris l'explication de manière transparente. Article 7, section 4, la clause de déchéance. Tout bénéficiaire qui fraude, liquide illégalement ou détourne un actif dérivé de cette fiducie perd immédiatement et irrévocablement son héritage désigné. Le silence qui est tombé sur le jardin était absolu. C'était le son du vide. Héritage, a étouffé Trevor, ses yeux écarquillés derrière ses lunettes de soleil de créateur. Quel héritage? Au 35e anniversaire d'Audrey, a déclaré monsieur Harrison, regardant Trevor avec un dégoût clinique, vous deviez recevoir 500 000 $. Vos parents devaient recevoir 500 000 $, soit un total de $1 million. Il a fermé le classeur avec un claquement fort et sec. En falsifiant l'acte et en vendant la propriété d'Oak Street, vous avez déclenché l'article 7. Vous avez brûlé votre propre héritage. Le $1 million a été légalement déchu et redistribué à l'unique bénéficiaire restant et conforme. Audrey. Je les ai regardés se briser. Ce n'était pas un effritement lent. C'était une défaillance structurelle catastrophique. Mon père a littéralement reculé, ses genoux fléchissant jusqu'à ce qu'il tombe sur une chaise de patio. Son visage était gris. 500 000 $ partis. Sa retraite, son filet de sécurité, anéanti par sa propre cupidité arrogante. Ma mère a poussé un son qui n'était pas un sanglot faux et manipulateur, mais un véritable hurlement guttural d'agonie. Elle s'est griffé les cheveux. Non. Non, Robert. Dis-lui que non. C'est notre argent. Norman nous l'avait promis. Audrey, s'il te plaît. Tu ne peux pas le prendre. Tu as tout. Trevor est juste resté là, regardant le classeur fermé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui suffoque. La prise de conscience qu'il avait échangé un demi-million de dollars contre des vacances de 6 semaines aux Maldives court-circuitait son cerveau. Je ne prends rien, ai-je dit, baissant les yeux sur ma mère. Vous l'avez jeté. Vous pensiez que ma maison était un distributeur automatique gratuit. Vous étiez si occupé à regarder ce que vous pouviez voler aujourd'hui. Vous avez brûlé ce que vous alliez recevoir demain. J'ai pris mon sac fourre-tout. J'ai regardé monsieur Harrison, lui faisant un bref signe de tête. De plus, a ajouté monsieur Harrison, ajustant sa veste de costume, les documents juridiques prouvant votre falsification de documents d'État et votre fraude par virement électronique ont déjà été soumis. La division des fraudes du département de police de Pasadena a ouvert une enquête criminelle active hier matin à 8 heures. Je soupçonne que vous serez contacté par des détectives avant la fin de la journée. Je vous conseille fortement de vous assurer les services d'un avocat de la défense pénale immédiatement. Je me suis détourné de la table. Je n'ai pas regardé en arrière mon père qui haletait, ma mère qui criait mon nom ou mon frère qui se tenait figé de terreur. Je suis sorti du jardin, par le portail latéral, et je suis entré dans le soleil éclatant de la Californie. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été en 34 ans. La descente du système judiciaire a été rapide,
brutale et entièrement dépourvue du sentimentalisme familial sur lequel mes parents s'étaient toujours appuyés pour échapper aux conséquences. Je n'ai pas eu à lever un autre doigt. La machine de la justice, une fois pourvue de preuves irréprochables et auditée, a fonctionné toute seule. 2 jours après le barbecue, à 6 heures du matin, 2 voitures de police banalisées se sont garées dans l'allée de la maison de banlieue de mes parents, juste derrière la nouvelle berline de luxe brillante de mon père. Des détectives de la division des fraudes ont escorté Robert et Linda Miller, ainsi que Trevor, qui dormait dans son ancienne chambre d'enfant, au poste pour interrogatoire. Je n'étais pas là pour le voir, mais tante Suzanne m'a tenu informé. Elle m'a dit que mon père avait essayé de se frayer un chemin à travers l'interrogatoire en fanfaronnant, affirmant que c'était un simple malentendu familial, indifférent sur un bien partagé. Les détectives ont simplement fait glisser les faux documents notariés sur la table en métal. La falsification d'état n'est pas un différend familial. C'est un crime. Ils ont tous été formellement inculpés. Le système judiciaire de Pasadena ne voit pas d'un bon œil que des personnes âgées soient entraînées dans des escroqueries immobilières. Hélène et George, le gentil couple qui avait acheté ma maison, ont été classés comme des victimes innocentes de la fraude. Le tribunal a immédiatement annulé la vente. Mais annuler la vente signifiait que les 420 000 $ devaient être rendus à Hélène et George. Mes parents avaient déjà dépensé près de 40 000 $ pour la voiture, les dettes et le voyage aux Maldives. Ils n'avaient pas l'argent pour dédommager l'acheteur. Pour éviter une incarcération immédiate avant le procès, le juge a ordonné une restitution complète. Mes parents ont été contraints de contracter une deuxième hypothèque massive à taux d'intérêt élevé sur leur propre maison, la maison où j'ai grandi, pour rassembler les fonds manquants et rembourser Hélène et George. La berline de luxe flambant neuve a été saisie en moins d'une semaine. La fierté de mon père était brisée. Il est passé d'un homme se vantant de sa richesse à un barbecue à un homme se noyant dans une nouvelle hypothèque de 30 ans qu'il ne pouvait pas se permettre avec sa pension. Il a dû prendre un travail à temps partiel comme préposé à l'accueil dans une quincaillerie juste pour effectuer les paiements mensuels. Trevor a fait face à la réalité la plus dure car c'est lui qui a physiquement exécuté la vente frauduleuse et reçu des fonds volés à travers les frontières de l'État. Il a été accusé de complicité de crime et de fraude par virement électronique. Il n'a évité une longue peine de prison que parce qu'il était un primo-délinquant et que mes parents se sont jetés à la merci du tribunal, prenant le plus gros du blâme pour la falsification. Cependant, le juge a ordonné à Trevor de rembourser personnellement le coût de ses vacances de luxe aux créanciers hypothécaires de ses parents et l'a condamné à 1000 heures de service communautaire. Dépouillé de son statut de Golden Boy, coupé des fonds soudainement inexistants de ses parents et faisant face à une dette massive, Trevor a été forcé de faire la seule chose qu'il avait évité toute sa vie. Il a trouvé un travail. J'ai entendu dire qu'il travaillait de nuit, remplissant les étagères d'une immense chaîne d'épiceries, vivant dans une minuscule chambre louée dans un complexe d'appartements délabrés. Les lunettes de soleil de créateur et les chemises en lin avaient disparu, remplacées par un uniforme en polyester et le poids écrasant de la réalité. Pendant les longs et angoissants mois de leur procédure judiciaire, les tentatives de me contacter ont été incessantes. Mes parents, réalisant soudainement que le filet de sécurité qu'ils avaient abusé pendant des décennies avait vraiment disparu, ont paniqué. Cela a commencé par des messages textes, de longs paragraphes décousus de ma mère oscillant entre le blâme furieux et la supplication pathétique. « Audrey, comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ton père travaille dans une quincaillerie? Il a mal au dos. S'il te plaît, dis juste au juge que tu as fait une erreur. Dis-leur que tu nous as donné la permission. Tu ruines nos vies. » Quand la colère n'a pas fonctionné, elle a essayé la culpabilité. Je suis ta mère. Je suis si malade de stress. Je pleure tous les soirs. Trevor est si déprimé de travailler à l'épicerie. S'il te plaît, Audrey. Tu as récupéré ta maison. Tu as l'argent de la fiducie. Tu as gagné. S'il te plaît, paie juste notre deuxième hypothèque. C'est le moins que tu puisses faire pour la famille. Mon père a laissé des messages vocaux. Son ton n'était plus arrogant, mais il manquait toujours de remords sincères. C'était le ton d'un homme essayant de négocier une mauvaise affaire. Audrey, écoute. On a merdé avec les papiers. Je l'admets, mais cette punition est trop extrême. Tu es millionnaire maintenant. Aide-nous. Ne laisse pas ta famille couler. Rappelle-moi. Je n'ai pas répondu à un seul texto. Je n'ai pas retourné un seul appel téléphonique. J'ai écouté les messages vocaux, le visage impassible, puis j'ai appuyé sur supprimer.
J'ai appliqué le principe ultime de l'audit à ma vie personnelle. Tolérance zéro pour les passifs frauduleux. J'ai contacté mon opérateur de téléphonie mobile et j'ai fait bloquer leur numéro de manière permanente. J'ai mis en place des filtres de messagerie stricts qui envoyaient tout ce qui provenait de leurs adresses directement dans un dossier de spam caché qui se supprimait automatiquement après 24 heures. Quand ils ont essayé d'envoyer Tante Suzanne pour agir en tant que médiatrice, je l'ai assise dans mon salon, je lui ai versé une tasse de thé et j'ai parlé avec une clarté absolue. Tante Suzanne, ai-je dit doucement, je t'aime, mais si jamais tu me parles à nouveau de mes parents ou de Trevor, si jamais tu me demandes de leur pardonner ou de les aider financièrement, je devrais également couper le contact avec toi. Ils ne sont plus ma famille. Ce sont des individus qui ont commis un crime contre moi. Le sujet est définitivement clos. Tante Suzanne a regardé mon visage, a vu l'acier inflexible dans mes yeux et a hoché lentement la tête. Elle ne les a plus jamais mentionnés. J'étais entièrement, totalement libre. Les chaînes fantômes de la bonne fille avaient été sectionnées. Je n'avais plus à surveiller constamment mon succès, m'inquiétant de savoir si mes réalisations déclencheraient une demande de ressources. Je n'avais plus à endurer la manipulation subtile et épuisante lors des dîners de fête. J'avais excisé la tumeur. L'opération avait été sanglante et douloureuse, mais le pronostic était excellent. Je respirais enfin de l'air pur. Des mois après le barbecue, le tribunal a officiellement finalisé l'annulation de l'acte. Le titre de la maison Craftsman a été retransféré à mon nom. Hélène et Georges, ayant reçu leur remboursement complet de l'hypothèque forcée de mes parents, ont déménagé tranquillement, s'excusant pour les ennuis qu'ils avaient involontairement causés. Un mardi matin frais, je suis retourné à Pasadena. J'ai remonté l'allée, la lourde clé en laiton froide contre ma paume. J'ai déverrouillé la lourde porte en chêne et je l'ai ouverte. La maison était vide, résonnant légèrement alors que je marchais sur les parquets. Elle sentait les produits de nettoyage industriel, pas mes bougies à la lavande, mais les fondations étaient toujours là. Le vitrail captait toujours la lumière du matin, projetant des ombres colorées dans le salon. J'ai traversé la maison, je suis sorti par la porte arrière et je suis allé dans le jardin. Les rosiers avaient souffert. Sans soins appropriés, de nombreuses branches s'étaient desséchées, les pétales cramoisis vifs devenant bruns et cassants. Mais alors que je m'agenouillais dans le sol humide, passant mes mains sur les tiges épineuses, j'ai vu de minuscules pousses vertes et vibrantes se frayer un chemin hors du vieux bois. Elles étaient meurtries. Elles avaient été négligées, mais elles n'étaient pas mortes. Elles se battaient pour revenir au soleil. J'ai passé les 2 mois suivants à restaurer la maison. J'ai acheté de nouveaux rideaux de velours. J'ai poncé une éraflure sur le manteau de la cheminée. J'ai passé des heures dans le jardin à tailler le bois mort pour que la nouvelle croissance puisse prospérer. Quand mon 35e anniversaire est arrivé, il n'y a pas eu de fête de famille. Il n'y a pas eu de gâteau préparé par une mère qui en voulait à mon indépendance. Il y avait juste moi, assise dans le bureau de Monsieur Harrison, signant les derniers documents pour dissoudre la fiducie Norman Miller. Les fonds ont été transférés sur mes comptes privés. J'étais officiellement multimillionnaire. Mais papy Norman m'avait appris que l'argent n'est qu'un outil. C'est ce que l'on construit avec qui compte. Je n'ai pas acheté de yacht ni réservé de voyage aux Maldives. J'ai pris un demi-million de dollars des fonds déchus et j'ai créé une fondation, le Fonds de bourse d'études Norman Miller. Il était conçu spécifiquement pour les jeunes femmes issues de milieux à faible revenu qui étaient complètement indépendantes financièrement de leur famille. Des femmes qui cumulaient 2 emplois, payaient leurs propres études et refusaient d'être un fardeau ou une victime. Je voulais être le filet de sécurité pour les femmes qui n'en avaient pas, pour m'assurer que leur travail acharné aboutisse à leur propre succès, et non à une caisse noire pour quelqu'un d'autre. 1 an plus tard, je suis assise sur le porche de ma maison Craftsman. La soirée à Los Angeles est chaude, et l'odeur des roses cramoisies en fleurs emplit l'air. J'ai une tasse de thé à la camomille à la main. À l'intérieur, mon ordinateur portable est fermé. J'ai été promu associé au cabinet d'audit le mois dernier. Mon téléphone vibre sur la table en bois à côté de moi. C'est un courriel d'une de mes boursières me remerciant car elle vient d'obtenir son diplôme sans dette et a accepté un emploi dans une grande entreprise d'ingénierie. Je souris. Un vrai sourire sincère qui atteint mes yeux. Je me penche en arrière dans ma chaise à bascule et je regarde la rue calme. Mes parents remboursent une dette massive. Mon frère remplit des étagères au milieu de la nuit. Ils ont essayé de voler mes fondations pour construire un château de sable. Et à la fin,
Le château de sable a été emporté par les flots. Et ma maison, ma vie, est plus solide que jamais. Je prends une gorgée de mon thé. L'audit est terminé. Les comptes sont équilibrés. Et le grand livre est enfin parfaitement clair.